Bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy pour une capsule psyludique. Et aujourd'hui, dans cette lancée d'épisodes sur la démystification de l'anxiété et des troubles anxieux, je vous présente le trouble d'anxiété généralisé. Donc, dans les précédents épisodes, j'ai parlé de qu'est-ce que c'est que l'anxiété, la fameuse courbe d'anxiété, l'exposition graduelle. J'ai parlé également de l'anxiété sociale dans la dernière capsule. Aujourd'hui, je vous présente une autre forme d'anxiété qui est très présente chez la population en général. Je parle de l'anxiété généralisée. Donc, au niveau statistique, on parle qu'il y a environ 25 de la population générale qui va souffrir à un moment donné dans sa vie d'un trouble d'anxiété. Je répète à chaque capsule, mais il y a une différence entre, par exemple, avoir des symptômes anxieux, l'anxiété, le stress, donc le stress qui est par rapport à un danger réel, l'anxiété qui est par rapport à une appréhension, un danger qui n'est pas réel et concret dans le moment présent, et bien sûr par rapport à un trouble anxieux. Donc, pour avoir un diagnostic de trouble d'anxiété, il faut avoir des symptômes qui sont présents depuis un certain temps et un certain nombre de critères de symptômes dont il faut répondre. Et il faut également que ça engendre des difficultés, une souffrance en fait présente et des difficultés dans le niveau de fonctionnement général d'un individu, d'une personne. Donc, un trouble anxieux, ça peut apparaître et ça peut apparaître chez monsieur, madame, tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont des prédispositions génétiques, des prédispositions dans leur tempérament, leur personnalité, ou qui vont vivre des événements de vie particuliers qui vont augmenter les probabilités d'avoir un trouble anxieux. Mais sinon, ça peut arriver chez tout le monde. Ça paraît, ça peut être traité à travers notamment la psychothérapie ou et ou la médication. Donc, les deux ensemble, ça a été démontré scientifiquement que ça a le plus de probabilité de gérer la problématique. Mais sinon, ça peut être l'un ou l'autre et ça va disparaître. Il y a certaines personnes chez qui il va y avoir des deuxièmes phases, donc ça va réapparaître. Ça dépend encore là de plein de variables, de facteurs. Donc, ici, ce qu'on peut retenir, c'est qu'un trouble anxieux, il faut qu'on aille, pour avoir un diagnostic, il faut répondre à certains critères spécifiques qu'on peut avoir à l'aide d'une évaluation chez le médecin ou chez un thérapeute, un psychologue notamment. Maintenant, par rapport à tout ça, les études, en fait, ont démontré qu'il y a entre 5 et 10 de la population, encore là, générale, qui va un jour dans sa vie souffrir d'un trouble d'anxiété généralisé. Donc, vraiment ici, le diagnostic de trouble d'anxiété généralisé. 5 à 10 c'est quand même un taux qui est élevé, je peux le nommer comme ça, mais si on garde en tête que 25 de la population va souffrir à un moment donné d'un trouble anxieux, on peut voir que le trouble d'anxiété généralisé est quand même un des plus présents. On verra dans les prochains épisodes qu'il y a d'autres troubles aussi qui sont un peu plus présents, fréquents, mais dans le trouble d'anxiété généralisé, c'est souvent un qui va rester plus longtemps, qui est plus difficile à venir travailler. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un trouble d'anxiété généralisée? C'est là la question qu'on va répondre aujourd'hui. Donc, anxiété généralisée, souvent, on confond avec la peur de tout. Donc, une personne qui aurait peur de tout, une peur qui est généralisée. C'est pas exactement ça, c'est pas vraiment ça, en fait. Quand on parle d'anxiété, dans tous les troubles anxieux, on va parler de pensées envahissantes, de croyances erronées, de sensations physiologiques, émotionnelles et cognitives associées à une peur. Et c'est vraiment ça ici qui va différencier, exemple, l'anxiété sociale de l'anxiété généralisée. C'est la source de cette peur-là. C'est l'élément qui va venir engendrer des émotions particulières, des pensées particulières et des réactions comportementales particulières. Avec l'anxiété sociale, on avait vu que c'était la peur
être ridiculisé, d'avoir l'air stupide, notamment dans les situations sociales. Avec l'anxiété généralisée, ce n'est pas une peur de tout, donc une peur généralisée, c'est vraiment une anxiété, donc une peur qui est associée à l'inconnu, l'incertitude, la nouveauté. Donc, tout ce que l'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas nécessairement prévoir. Donc, les personnes souffrant de symptômes ou d'un trouble d'anxiété généralisée, on va parler que la source de cette anxiété-là, c'est la peur de l'incertitude ou on peut le nommer ainsi comme l'intolérance à l'incertitude. Ce qui est difficile, en fait, c'est que on n'a pas de contrôle sur notre futur. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans 5 minutes, comme on ne peut pas prévoir ce qui va se passer demain. Donc ici, on est confronté au quotidien à de l'incertitude, de l'inconnu, de la nouveauté. Chez certaines personnes, bon, enfin, on a tous naturellement un peu cette crainte-là de l'inconnu, mais chez certaines personnes, cette crainte-là est tellement grande et envahissante qu'elle va être considérée comme une anxiété. Donc, elle va être envahissante, générer des symptômes, comme je nommais, physiologiques, émotionnels et cognitifs qui vont nuire à son fonctionnement. Donc ici, au niveau des symptômes physiologiques, dans l'anxiété en général, il y a les symptômes associés un peu au stress, l'état de peur. Tremblement, rythme cardiaque accéléré, transpiration, chaud, froid, maux d'estomac, maux de tête, etc. Plus spécifiquement, dans l'anxiété généralisée, pour avoir le diagnostic, il y a présence de symptômes physiologiques ou somatiques qui vont être présents et récurrents assez au quotidien. Donc, les personnes qui ont l'anxiété généralisée souvent souffrent aussi de problèmes qui peuvent être des maladies chroniques ou des problèmes de santé chroniques. Maux de tête, souvent des migraines, maux de cœur, des nausées, maux d'estomac, constipation, diarrhée, mais également des douleurs musculaires. Donc, plus qu'une petite tension, là, c'est vraiment des gens qui vont être contractés et qui vont avoir souvent des douleurs chroniques au niveau musculaire. Ces douleurs-là, évidemment, vont nuire à la qualité de la vie, mais vont aussi nuire à la qualité du sommeil. Donc, c'est des personnes aussi souvent qui vont souffrir de troubles du sommeil, d'insomnie, notamment, difficulté à s'endormir, des réveils fréquents durant la nuit ou des réveils soudains et une incapacité à se rendormir. Dans les symptômes aussi un peu plus cognitifs, comme je le mets, c'est la peur de l'inconnu, l'incertitude, de la nouveauté. Donc, c'est des personnes qui vont avoir certaines croyances erronées très fortes par rapport à l'incertitude. Donc, c'est impossible pour moi de survivre dans une nouvelle situation. Je vis l'imprévu de manière intolérable, donc j'aime pas les surprises, j'aime pas la nouveauté. Je dois savoir vers où je m'en vais. Je dois savoir c'est quoi qu'il y a devant moi avant de faire un premier pas. Donc, souvent, il va y avoir, associé à ça, une très grande fatigue cognitive parce qu'en arrière-plan, dans sa tête, il y a toujours un côté qui est en train d'essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a beaucoup de surplanification, d'organisation, d'hypervigilance qui va faire en sorte que notre cerveau est constamment activé en train d'essayer de prévoir les choses. Mais comme j'ai nommé tout à l'heure, on n'a pas de contrôle sur le futur, donc on ne peut pas tout prévoir à 100%. Ce qui veut dire qu'il y a un côté de nous qui doit apprendre à tolérer l'incertitude. Et c'est vraiment cet élément-là qui est plus difficile chez les personnes souffrant d'anxiété généralisée, c'est que le seuil de tolérance est beaucoup, beaucoup plus bas que chez une autre personne qui n'aurait pas d'anxiété. Ça veut dire qu'une petite chose va causer une immense détresse, tandis que chez d'autres personnes, mais ça pourrait être tolérable. Donc ici, là, j'avance un peu, mais tout à l'heure, je vais vous en parler plus en détail. Quand on veut travailler sur l'anxiété généralisée, on veut bien sûr travailler sur le seuil de tolérance à l'incertitude. Donc, symptômes cognitifs, symptômes physiques et des symptômes émotionnels. Chez les symptômes émotionnels, on va parler d'une grande fébrilité, instabilité émotionnelle, des états d'excitation, mais une nervosité désagréable. Il va aussi y avoir beaucoup de, bon, là, je suis un peu dans le cognitif, une difficulté de concentration, une difficulté de mémorisation, émotionnellement, de l'irritabilité, parfois sur des petites choses qui vont faire vivre une forte émotion. Par exemple, quelqu'un nous fait une surprise,
bon, on ne va pas être dans les émotions positives, agréables, on va être dans les émotions plus de peur, puis d'essayer de se tolérer, se gérer soi-même émotionnellement. Donc, je nommais symptômes émotionnels, physiques et cognitifs associés aux troubles d'anxiété généralisée. Donc, la peur associée à la peur de l'imprévu, l'inconnu, l'incertitude. Et ça peut se déclencher. En fait, il y a différents éléments déclencheurs. C'est là un peu que l'aspect généralisé ressort. C'est que, exemple, l'anxiété sociale, c'est présent surtout dans les situations sociales. Tandis que l'anxiété généralisée, ça dépend d'une personne à l'autre. Deux personnes peuvent avoir chacun un diagnostic d'anxiété généralisée et chacun le vivre à leur propre manière. Exemple, une personne souffrant d'anxiété généralisée peut particulièrement avoir peur ou vivre de l'anxiété par rapport à la santé de sa santé et la santé de sa famille. Donc, elle va être inquiète. Qu'est-ce qui se passerait si jamais j'étais malade? Qu'est-ce qui se passerait si jamais un de mes enfants est malade? Qu'est-ce que je vais faire si je meurs? Qu'est-ce que ma famille va faire si je meurs? Qu'est-ce qui va se passer si jamais j'ai un accident puis que j'ai la jambe dans le plâtre et là que je ne peux pas préparer les repas puis bon, on peut partir très, très loin dans l'anxiété. Tandis que pour une autre personne, ça pourrait être un autre sujet, par exemple, l'aspect financier qui ressort beaucoup. Est-ce qu'on va manquer d'argent? Qu'est-ce qui se passe si jamais on s'achète une maison, puis que dans un an, je perds mon emploi, je ne suis plus capable de payer ma maison, puis là, ça exagère, ça amplifie, et on tombe souvent dans les scénarios catastrophiques. Et quand on est dans les scénarios catastrophiques, on perd un peu cette connexion-là avec la réalité, le concret. On est parti très, très loin dans la surplanification et l'hypervigilance. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que les éléments déclencheurs, ça peut être des sujets très vastes, très variés, allant de situations financières, situations familiales, situations relationnelles, de couple, situations professionnelles. Ça peut être des choses par rapport même à la vie en général. Certaines personnes peuvent vivre l'anxiété généralisée par rapport à un peu ce qu'on appelle de nos jours l'éco-anxiété. Qu'est-ce qui se passe sur la planète? Qu'est-ce qui se passe si, oh non, telle bouteille, j'ai oublié de la mettre dans le recyclage? Quel est l'impact que ça va avoir? Puis, on peut partir loin dans les scénarios catastrophiques. Donc, maintenant qu'on sait un peu plus qu'est-ce que c'est que l'anxiété généralisée, donc encore une fois, la peur de l'inconnu, l'incertitude, l'imprévu, déclenchée par toutes sortes de sujets, ça dépend d'une personne à l'autre, mais qu'est-ce qu'on retient, c'est que ça engendre une souffrance, c'est un inconfort qui est intolérable par rapport à l'incertitude, qui va être ressenti aussi par certains comportements sécurisants, l'hyperplanification, la sur-hyper-vigilance, l'organisation extrême, une certaine rigidité par rapport à la nouveauté, etc. Et aussi des comportements d'évitement. Donc, évitement de toute situation sur laquelle je n'ai pas 100% le contrôle. On va éviter les situations d'imprévus, tout ce qui est nouveau, aller dans un nouveau restaurant, les parties surprise, etc. Dans les comportements d'évitement aussi, ça peut être d'éviter de prendre des décisions ou de faire des choix importants dans sa vie. Exemple, éviter d'acheter une maison par peur de ne pas être capable d'entretenir, etc., etc. Donc ici, si on aborde un côté un peu plus positif, euh, je nommais que l'anxiété généralisée, comme tout trouble anxieux, peut arriver à peu près chez n'importe qui. Et ça va apparaître, ça peut être traité et ça va disparaître. Maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver et s'aider soi-même à identifier un peu l'anxiété, puis comment on identifie nos pensées, nos réactions? Bon, tout d'abord, encore une fois, je vous invite bien sûr, si jamais ça devient vraiment souffrant pour vous, à consulter un thérapeute. Il y a l'Ordre des psychologues du Québec qui a un site très accessible pour chercher des thérapeutes dans votre région. Et de nos jours, en ce moment, il y a des thérapeutes qui sont autant en personne qu'en visioconférence. Donc, ça se fait très bien aussi à distance, dans le confort de son chez-soi. Sinon, par soi-même, la première étape, c'est d'identifier c'est quoi les éléments déclencheurs. Est-ce que moi, ce qui me rend particulièrement anxieuse, puis vraiment ce qui m'engendre un inconfort, c'est, exemple, les craintes financières. Est-ce que pour moi, j'ai tellement, puis je me rends compte que c'est de l'anxiété parce que concrètement, je n'ai pas de problème financier, mais je suis dans le si jamais. Le si jamais est un très bon indice ici d'anxiété. Je suis correcte dans le moment présent, j'ai l'argent, il n'y a pas de stress, mais j'ai des appréhensions
Oui, mais si jamais je perdais mon emploi. Oui, mais si jamais je tombais malade. Mais si je, etc. Donc, dans le si jamais, on se rend compte qu'on est bien loin dans le futur. On veut se recentrer dans le moment présent. Donc, élément déclencheur, disons ici que c'est l'argent, puis le soutien financier de ma famille. J'identifie ça. Après ça, quelles sont les inquiétudes, les pensées, les images et les scénarios? Donc ici, j'ai peur au niveau financier. Mes inquiétudes, c'est quoi particulièrement? J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de perdre mon emploi. J'ai peur d'être malade et de ne plus être fonctionnel au niveau professionnel. On les énumère. On essaie de mettre des mots. C'est quoi ces inquiétudes-là? Parce que plus qu'on met des mots sur les inquiétudes, plus qu'on arrive à les contrôler. Et ce qu'on veut venir faire, on veut venir contrôler cognitivement, rationaliser ces peurs-là. Troisième étape, on identifie c'est quoi les signes d'anxiété physique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que plus tard, on veut en arriver à essayer même de s'arrêter. Donc, souvent, c'est une petite pensée. Plus qu'on y porte de l'attention, plus qu'elle grandit, elle prend de la place dans notre tête, elle prend de la place dans notre vie, puis à un moment donné, elle devient catastrophique et envahissante. Donc, si on arrive à identifier les petits signaux dès le départ, on arrive à les arrêter pour empêcher que ça grandisse. Donc, ici, disons que pour moi, particulièrement, je me rends compte que je suis anxieuse quand je commence à avoir mal au ventre, puis quand je commence à shaker. Je me suis rendu compte, exemple, que quand je commence à avoir mal au ventre, puis que je commence à shaker un peu, là, fébrilité, ben là, je me rends compte que, oh, ça fait un petit bout, là, je suis perdue, je suis en train de commencer à alimenter mes pensées puis à partir dans des scénarios catastrophiques. Donc, ça aussi, on veut les identifier, les noter pour essayer la prochaine fois qu'on commence à ressentir ça, d'arriver à dire, OK, j'ai-tu vraiment mal au ventre ou là, c'est mon corps qui est en train de me dire, tu es en train de partir dans l'anxiété, là. Enfin, la dernière étape, quel est l'effet sur nos comportements, donc nos réactions, de cette anxiété-là? Est-ce que j'ai cette tendance-là à faire des comportements sécurisants? Exemple, avec mon exemple, OK, je me rends compte que là, je suis fébrile, je commence à shaker, j'ai mal au ventre. Oh, OK, là, je viens de me rendre compte que je suis en train de penser, mes inquiétudes, c'est qu'est-ce qui se passerait si jamais je manque d'argent, si jamais je ne peux pas prendre soin de ma famille. OK, là, je me rends compte, l'élément déclencheur, c'est quoi l'élément déclencheur? Ben, c'est que euh, j'ai reçu un paiement, puis là, je me rendais compte que, ouhou, c'était cher, puis là, j'ai peur de manquer d'argent. OK, on identifie, on déconstruit la croyance. Ici, comment est-ce que j'ai tendance à réagir? Ben, le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de faire des heures supplémentaires pour être sûr de ne pas manquer d'argent. Donc, ça ici, c'est un comportement sécurisant parce que concrètement, j'en ai pas besoin, mais je fais ça par rapport à la peur de peut-être un jour manquer d'argent. Donc, en identifiant ça, on arrive à un peu plus comprendre la situation. Puis, évidemment, par rapport à ça, par la suite, on va essayer de se calmer mentalement, restructurer, identifier c'est quoi c'est quoi la peur réelle ou c'est quoi ici l'anxiété. Si réellement j'ai des problèmes financiers puis je suis surendettée, c'est correct, là, on comprend, on veut faire de la résolution de problème. Mais si c'est de l'anxiété et qu'en ce moment tout va bien, mais j'ai peur que peut-être un jour, alors là, on se ressent dans le moment présent. Ça ne sert à rien de vivre des symptômes d'anxiété pour un danger qui n'est pas réel. On se recentre. Par la suite, on vient se calmer, grande respiration, ancrage dans le moment présent. Et par la suite, on vient identifier et on essaie de ne pas reproduire les comportements d'évitement. Si dans le moment présent, j'ai l'argent, ce n'est pas un stress réel, je ne suis pas surendettée, j'ai de quoi payer la prochaine année, il n'y a aucun problème, ça ne me sert à rien de le vivre comme une situation catastrophique, ça ne sert à rien de surplanifier. Donc, ça ne me sert à rien ici d'aller faire des heures supplémentaires. Je suis mieux de passer ce temps-là pour mettre mon énergie et mon temps dans quelque chose qui est réellement important. Exemple, peut-être passer du temps avec ma famille. Donc, ici, on vient contrer l'anxiété en faisant quelque chose d'autre qui est réellement important pour soi. C'est la différence entre agir par rapport à l'anxiété, qui serait de faire des heures supplémentaires à cause que j'ai peur de manquer d'argent, parce que j'ai cette crainte-là de ne pas pouvoir soutenir financièrement ma famille, ou être à l'écoute
prendre conscience que financièrement, ça va bien, tant mieux, j'en profite. Puis je passe du temps avec ma famille parce que c'est ça qui est important pour moi. Bon, bien sûr, tout ça semble très facile dit comme ça. C'est sûr que dans le suivi en psychothérapie individuelle ici, ça prend plusieurs séances, mais on vient tout déconstruire ça pour venir combattre et vaincre l'anxiété généralisée. Donc, c'était ma petite capsule de présentation sur l'anxiété généralisée ou le trouble d'anxiété généralisée. J'espère que vous avez bien apprécié. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à écrire sous la vidéo ou à m'écrire sur la page Facebook ou Messenger de Ludipsy. Je vous invite bien sûr aussi, si ce n'est pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy pour les prochaines vidéos et présentations psyludiques, ces petites capsules éducatives sur la psychologie, mais également mes autres vidéos, notamment la série La place des femmes dans le domaine du jeu, qui est présent à chaque semaine le jeudi, mais également d'autres vidéos d'analyse de jeux vidéo et de jeux de société. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une belle journée, bel après-midi, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.